Donc, vous me permettez d'abord de remercier l'initiateur. Je ne le connais pas beaucoup, mais je pense qu'il a compris que parfaitement que l'éducation est la clé du développement. Et donc, mieux vaut s'investir donc, dans l'éducation que de s'investir dans des choses que je considère souvent comme futiles. Deuxièmement, je vais remercier également mon collègue, M. John, de m'associer à cette activité. C'est pour moi un honneur. Bon, vous me permettez également de saluer mon cher collègue M. Gueye, en fait, de la pertinence de son exposé. Je pense qu'il a réussi véritablement à aborder bon nombre de points. Bon, je pense ce matin, à la suite de nos échanges, M. John m'avait demandé de revenir sur un sujet d'actualité. Énoncer ainsi les restrictions liées à la Covid-19 annihilent-ils la liberté, annihilent-ils autant pour moi la liberté de l'homme. C'était un sujet de dissertation et comme j'ai l'habitude de le dire, je dis souvent aux élèves qu'un sujet de dissertation n'est pas un cadeau donné comme ça. Et souvent vous ignorez qu'il y a un travail à faire, il y a un préalable à faire, c'est le travail d'analyse. Donc si vous voulez, je peux vous rappeler le sujet. Donc c'est les restrictions liées à la Covid-19 annihilent-elles soit notre liberté ou la liberté de l'homme. Les restrictions liées à la Covid-19 annihilent-elles notre liberté, ou si vous voulez également, vous mettez la liberté de l'homme. Donc, comme en fait je viens de vous le rappeler, un sujet d'abord, il faut l'analyser. Il ne faut pas croire qu'un sujet est une récitation. Il ne s'agit pas donc d'une récitation. Et comment et pourquoi il faut analyser le sujet? Sans l'analyse du sujet, nous ne pouvons pas comprendre le fond du sujet. Deuxièmement, sans l'analyse du sujet, nous ne pouvons pas saisir ses différentes dimensions. Parce qu'un sujet regorge une multiplicité de dimensions. Et donc, comment analyser un sujet donc? Il faut être en mesure de savoir lire un sujet. En essayant donc de souligner les mots-clés. Et essayer en fait de donner donc les différents concepts qui mériteraient d'être élucidés par exemple chez vous. Quels sont les différents concepts qui mériteraient d'être élucidés par exemple? Les restrictions. Oui, les restrictions. Annihiler. Oui, et quoi encore? La liberté. Mais ces restrictions par rapport à quoi? À la Covid-19. Là aussi, je ne sais pas, c'est le Covid ou la Covid. En tout cas, il y a d'énormes et d'intenses discussions. Moi, finalement, au début, je disais l'eau, maintenant, je dis la Covid. Ouais. Ouais, l'OMS donc a retenu donc la Covid. Par conséquent, donc, j'ai dit la Covid. Donc, vous avez dit les restrictions. Nous ne pouvons pas donner automatiquement le sens, mais nous devons encore essayer de voir quel est le verbe que vous trouverez dans restriction. C'est quel verbe? C'est le verbe restreindre. Qu'est-ce que cela veut dire donc? Restreindre veut dire quoi? Limiter, quoi encore? Limiter, quoi encore? Allez-y, creusez. Faites, parce que vous devez travailler comme si vous étiez au baccalauréat. On vous donne un sujet, vous ne pouvez pas le comprendre a priori. Il faut essayer de l'analyser, essayer de saisir donc les différents sens. Vous avez dit restriction du verbe restreindre, qui veut dire donc limiter, qui veut dire encore réduire. Et quoi encore? Vous avez dit limiter, vous avez dit réduire. Diminuer. Et encore mieux. Mieux encore. Vous avez donc réduire, limiter. On pourrait même aller dans le sens à mettre fin.
porter atteinte pour se préparer. On essaie en fait, de répertorier tous les éléments qui pourront nous aider à mieux saisir donc le sujet. Et on va le voir dans la rédaction proprement dite. On aura la possibilité de choisir les meilleurs concepts qui conviennent. Les meilleurs concepts qui conviennent. C'est le moment où on doit mobiliser des informations sur le sujet et nous sommes à un premier niveau. Le premier niveau d'analyse du sujet, à savoir l'éclairage conceptuel. On éclaire, donc, on a dit donc restriction. On a essayé d'affecter, de donner différents sens au concept. Vous avez dit quoi encore? Annihiler. On essaie de comprendre, même si c'est pour la première fois que vous voyez comme ça le verbe, vous devez essayer en fait de le mettre en relation et d'essayer de le comprendre et de le saisir à l'intérieur même donc, du sujet. Ici donc, en lisant le sujet, quel est le sens du verbe annihiler? Oui. Empêcher. Quoi encore? Remettre en cause, oui. Anéantir, oui. Hein? Compromettre, oui. Porter préjudice, porter atteinte. Supprimer. La liberté. C'est quoi la liberté? C'est quoi la liberté? Et jusqu'à présent, vous avez vu, j'ai décidé de mettre un peu à l'écart, en fait, la Covid-19, parce que c'est très important. Marx nous disait que toute philosophie doit être fille de son temps. Je pense que si on nous interpelle par rapport à ce sujet, c'est parce qu'on veut contextualiser donc, la philosophie. Il ne faut pas penser ou croire que donc, la philosophie est une discipline en fait, qui va totalement en fait, de son côté sans se préoccuper donc, des problèmes du monde. Même si quelque part nous avons l'habitude de les reprocher, de les considérer comme des rêveurs. Ici, on doit donc contextualiser la discipline philosophique. Contextualisons par exemple, parce que j'évite à ce que donc l'élève pense qu'il doit réciter un cours. Ce n'est pas une récitation de cours. Le monde vit en fait dans une situation difficile, devant une urgence sanitaire, à savoir l'irruption d'un virus insaisissable et qui commence maintenant à créer donc, de la psychose. Depuis la fin de l'année 2019, puis depuis l'année 2020, au mois de mars, le virus s'est propagé à un rythme exponentiel, touchant tous les pays de la planète. Étant donné que le virus est insaisissable, les États du monde ont pensé qu'il fallait aller en fait inventer des moyens, des mécanismes pouvant limiter donc, les dégâts. Et comment? Par les mesures du confinement. Or, le problème fondamental est aussi paradoxal que cela soit, l'homme est par nature un être de mobilité, un être de déplacement, un être en fait qui a la liberté de se mouvoir dans le temps et dans l'espace. Or, justement, la liberté, elle est généralement définie comme, ou du moins le faire de faire ce que l'on veut. C'est cette définition populaire et en fait que nous avons l'habitude d'adresser au concept. Même s'il est vrai qu'il est extrêmement difficile d'affecter une définition unanime, objective au concept en fait, de liberté. Si nous nous référons à Paul Valéry, de la complexité même à saisir donc le mot liberté. Mais d'emblée, nous avons l'habitude de définir ici la liberté comme le fait de faire ce que l'on veut, comme absence totale de contraintes. Or, avec l'irruption de ce virus, en fait, les États du monde ont mis en place des mesures de restriction, donc contraignant donc, les individus à limiter le déplacement. Et c'est là où on va trouver un problème fondamental. Premièrement,
l'homme étant un être de mobilité, les restrictions viennent totalement réduire donc la liberté d'aller et de revenir. Or, ce qu'il faut considérer, que cette liberté d'aller et de revenir est un droit à la fois constitutionnel, mais un droit consacré et proclamé par des conventions internationales. En ce sens, nous considérons que rien ne peut limiter, rien ne peut réduire donc la liberté de l'homme. Et si nous réfléchissons dans le sens du sujet, à un premier niveau, la première dimension du sujet, nous devons aller dans le sens à orienter notre réflexion dans le sens même du sujet. Que effectivement, les restrictions liées à la Covid, en fait, supprimeraient, anéantiraient, ou du moins compromettraient notre liberté. Compromettraient notre liberté dans le sens où, pourquoi? C'est là où nous devons essayer de mobiliser autant d'arguments, autant d'idées qui sont en mesure d'asseoir, en fait, cette réflexion, d'asseoir notre thèse. Et là, on se pose maintenant des questions. Puisque nous venons d'interroger le sujet, nous venons de l'interroger, et dans un premier niveau de notre analyse, en fonction de la définition que nous avons affectée au mot liberté, on sait que les restrictions s'opposent à la liberté. Mais ça, en fait, ce n'est qu'une première partie de lecture du sujet. Et pourquoi? Parce que nous avons dit, la liberté, c'est le fait de faire ce que l'on veut. C'est agir sans contrainte, c'est aller dans le sens à manifester sa volonté. En sens que rien ne peut s'opposer à cette donc, liberté. Et si on met en place ces restrictions, cela veut dire, d'une manière ou d'une autre, que nous sommes dans une situation où l'individu est en mesure de perdre sa liberté. C'est ce que nous dit Jean-Jacques Rousseau. Nul individu ne peut renoncer à sa liberté. Et donc, la liberté d'aller et de revenir est un droit inaliénable. Et il y a ce que nous appelons l'inviolabilité de cette liberté. Cette liberté étant sacrée, rien ne peut véritablement réduire cette liberté de l'homme. Et rapidement, je vais introduire deux aspects. D'abord, sur la nature de la philosophie, y compris le sujet de si la philosophie pose des questions, alors sans jamais parvenir à donner des réponses, est-ce une raison suffisante pour la discréditer? Déjà, on pense à son aspect théorique, parce que si la philosophie est incapable d'en proposer des résultats ponctuels, il semblerait que la philosophie semble être inutile. Rappelez-vous donc les critiques provenant même de ses détracteurs. Et d'ailleurs, Ferdinand Alquier a eu à nous le rappeler de la manière la plus performante quand il nous dit, assurément, la philosophie est attaquée de nos jours de toutes parts par les pseudo-philosophes qui sont éblouis par les découvertes de la science et qui pensent que la philosophie n'aurait pas une grande importance. Par certains réactionnaires ou révolutionnaires qui pensent que la philosophie nous détourne des tâches sociales. Mais la philosophie se laisse maladroitement intimider. Elle sait que ces attaques ne datent pas d'aujourd'hui et ce n'est pas à notre siècle que Socrate a été mis à mort par la cité toujours hostile. Ça veut dire quoi? La philosophie, même si elle ne donne pas de solution matérielle, elle peut être une investigation rigoureuse à la vérité. Mais revenons-en au sujet. Quand on nous dit que la philosophie pose des questions et ne donne pas de réponses ponctuelles, ça veut dire que la philosophie ne donne pas de réponses consensuelles. Elle ne donne pas de réponses matérielles. Elle semble être théorique, étant incapable même de transformer le monde. Alors qu'il y a des urgences de développement qui s'imposent en nous. Les sciences, comme les techniques, non seulement les sciences, en tout cas, donnent des résultats apodictiques, appropriés, parce qu'étant l'ensemble tout simplement du domaine des travailleurs de la preuve, des esprits compétents, ils s'accordent sur la même logique et donnent les mêmes résultats. Contrairement en philosophie, dont il y a une diversité, on peut même dire que la seule chose dont les philosophes sont d'accord, c'est parce qu'ils sont tous d'accord qu'ils ne seraient jamais d'accord. À partir de là, une diversité des opinions, une abstraction qui semble nous détacher de l'essentiel. On peut même inscrire l'actualité face à la maladie de la Covid-19. À quoi peut servir une théorie de Kant, une théorie de Hegel à soigner une personne atteinte de la maladie? C'est dire véritablement que la philosophie est incapable de donner des solutions matérielles et c'est en vain que la philosophie véritablement nous vient en aide. Mais dans une deuxième posture,
je pense que Gueye a eu à le rappeler dans son discours, dans le premier sujet qu'il a eu à vous rappeler, pour vous dire que dans une deuxième partie, il ne s'agit pas de dire non, mais il faut nuancer. Et pour en revenir ici, on ne peut pas dire dans une première étape que la philosophie ne donne pas de résultats appropriés, apodictiques, et venir dans la deuxième partie pour dire qu'elle donne des solutions matérielles. On sait que ça, c'est insensé. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'accepter que la philosophie ne donne pas de solutions matérielles. Elle n'a pas un pouvoir praxis, elle est théorique, mais n'empêche qu'elle peut tout simplement nous aider à mieux vivre. D'ailleurs, c'est tout simplement la pluralité de ces questions qui fait sa survie, qui fait sa spécificité. Parce que étant même tout simplement un questionnement, mais un questionnement qui peut nous permettre de parvenir à la vérité. Grâce au doute méthodique, grâce à la remise en question, à l'étonnement, au débat contradictoire, la philosophie apparaît comme étant une investigation rigoureuse à la vérité. C'est-à-dire, elle balise même le terrain pour y accéder, en permettant de dénoncer les faussetés, les illusions, les croyances irrationnelles, y compris les contre-vérités. Mais mieux encore, étant même théorique, ne donnant pas de solution matérielle, on sait que le philosophe ne peut pas construire des routes bitumées ou bien des routes, voire même des tables ou des iPhones, des portables. Mais il a la possibilité de soigner un corps malade. Et c'est à partir de là que le philosophe, véritablement, même s'il ne cherche pas à soigner un corps malade, à donner des solutions matérielles, il peut nous aider à mieux vivre. Et d'ailleurs, face à cette pandémie, pour en revenir, la philosophie peut jouer un rôle essentiel. Rappelez-vous de la valeur axiologique, ses enseignements, sa conscientisation, comment la philosophie pourrait nous éclairer. D'ailleurs, j'ai l'habitude d'entendre souvent « restez chez vous ». Mais il serait encore plus conséquent quand on nous disait « restez philosophe ». C'est la sagesse, elle nous donne des valeurs. C'est dire véritablement que donc on en a besoin de la philosophie. Pour dire que même si elle n'arrive pas à donner de solutions matérielles, elle peut nous aider à mieux vivre. Et je pense que les propos de Marcus Huber sont révélateurs. Quand il nous dit « la philosophie ne transforme pas le monde, mais elle transforme la conscience de ceux qui transforment le monde ». Pour dire que même si elle ne donne pas de solutions matérielles, elle a une utilité, elle peut nous orienter, elle peut nous guider dans nos actions, mais également elle a un rôle décisif. D'autant plus que nous vivons dans un monde qui n'est pas moralement meilleur face au terrorisme, face à la guerre, face aux violences, face aux inégalités, face au racisme. La philosophie a un rôle important à jouer. Et je pense que, rappelez-vous, vous savez que la philosophie est transversale. On peut même évoquer certains auteurs qui ont eu à nous rappeler l'importance de la philosophie pour montrer que tous les hommes sont les mêmes. Ils peuvent vivre ensemble. Le dialogue, l'entente, la paix, l'amour. Et je pense que les propos de Marcien Toa sont révélateurs, y compris même les propos de Claude Lévi-Strauss aussi sont révélateurs. Il faut lire son ouvrage Race et Histoire, où Claude Lévi-Strauss a eu à nous rappeler il serait une manque de rigueur intellectuelle, le fait de vouloir juger un fait ou un geste culturel sans autant connaître le rôle qu'il joue au sein d'une société. Toutes les sociétés ont des sciences, ont des techniques, ont des arts, ont des croyances, ont des spécificités, des connaissances qui sont approximativement les mêmes pour chaque peuple. À partir de là, il serait même tout simplement une manque de rigueur intellectuelle, le fait d'en juger sans tenir compte tout simplement les réactions de cette société, et le véritable barbare serait celui qui croit à la barbarie. C'est dire qu'il y a possibilité d'ouverture, d'entente, de réconciliation, et je pense que les préceptes moraux que la philosophie enseigne aussi sont révélateurs. Quand Kant nous dit agir de telle sorte que les maximes de tes actions puissent être érigées en actions universelles, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Je pense que la philosophie a toujours un rôle à dire, a toujours son mot, et même si elle boite, elle est toujours vivifiante, et on en a toujours besoin de la philosophie. Jaspers nous le rappelle. On ne peut vivre sans la philosophie. Elle jouit d'une importance. Même si elle est critiquée par ses détracteurs, l'humanité en a toujours besoin de la réflexion philosophique. L'autre aspect que je voudrais introduire, c'est le rapport entre nature et culture. C'est-à-dire, alors que le premier aspect, il semblerait véritablement qu'il y a une opposition manifeste entre ces deux notions. Parce que la nature est souvent décrite comme étant le domaine de l'inné, avec quoi l'homme naît, tout ce qui est instinctif, l'ensemble des codes biologiques inscrits dans le code biologique de l'homme. Alors que la culture relève de l'acquis, on sait que c'est l'ensemble des œuvres matérielles, intellectuelles et spirituelles que l'homme ajoute à cette nature pour la transformer. Donc à première vue, on peut dire que le lien qui existe entre le naturel et le culturel serait tout simplement une contradiction, voire même une opposition. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on vous propose souvent ces sujets, à savoir la culture est-elle l'opposé de la nature? La culture, est-ce que ce qui met fin
à la nature. On n'en est pas homme, mais on le devient, c'est-à-dire l'homme est un produit social. Parce que si l'homme, à l'état de nature, en tout cas ne se différencie pas de l'animal, étant instinctif, étant un animal sauvage, il ne fait que suivre ses désirs, on sait qu'on doit faire une césure. Et pour faire cette césure-là, il n'y a que la culture. Parlant de culture, on parle au langage, c'est le travail, c'est l'éducation, c'est la mise en place des normes, des règles, une institution politique comme l'État, pour dire que seule la culture permet véritablement à l'homme de revendiquer son humanité. Et on se rappelle, certains penseurs comme Hobbes, ils nous rappellent même que l'homme à l'état de nature, il est grégaire, il est mauvais, il est sauvage, il est tricheur, il est méchant. Il cherche à faire du mal à son prochain. Et donc, étant un homo lupus homine, c'est-à-dire un loup pour son semblable, d'où la nécessité de vaincre véritablement cette animalité qui se passe impérativement par le processus de socialisation qu'on appelle la culture. Donc, et d'autres auteurs aussi. On se rappelle de Malson dans Les enfants sauvages. On n'en est pas homme, mais on le devient. Ces enfants oubliés dans la forêt, dans leur tendre enfance, à leur retour, ils ont trouvé que ces enfants étaient devenus des animaux. Ils ne marchaient pas. Ils hurlaient, ils étaient agressifs, violents, et rien ne le distinguait des autres animaux. C'est dire qu'on n'en est pas homme, mais on le devient. L'homme est un produit social, et donc il n'y a même pas un sens à parler de nature. Il n'y a que la culture qui permet de définir l'homme. Mais dans un autre sens, on va dire que tel n'est pas toujours fondé. Pour simple raison, l'homme ne peut créer à partir du néant. L'homme, il crée à partir de ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà, c'est quoi? C'est la nature. C'est dire que c'est la nature qui prépare la culture et c'est la nature qui donne sens même à la culture. Mais aussi, l'homme, pour donner sens à la culture, il faut impérativement parler de nature. D'ailleurs, les animaux domestiques qui vivent en permanence avec les hommes ne peuvent en aucune manière adopter un comportement humain. Cela s'explique par le fait que donc ils n'ont pas une morphologie, mais également la partie naturelle joue un rôle essentiel. Pour dire tout simplement que la culture ne peut s'opposer intégralement parce que quelle que soit l'éducation, les valeurs qui nous ont inculquées, l'homme garde toujours une part d'animalité. C'est comme qui dirait que donc c'est tout, garde une part d'animalité parce qu'étant violent, agressif, il est toujours mauvais, même avec l'éducation, même avec les valeurs. C'est dire que donc l'homme ne se définit pas seulement comme un être culturel. Il faut dire que l'homme étant un être bioculturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut tenir compte de sa naissance, mais aussi tenir compte de l'éducation. Et même certains penseurs, Edgar Morin, Claude Lévi-Strauss, ils nous rappellent même qu'il est même difficile de faire tout simplement une rupture. Pour simple raison, l'homme étant un être naturellement culturel et culturellement naturel. C'est dire tout simplement que derrière cette opposition se cache tout simplement une complémentarité inavouée. C'est dire véritablement que ce sont deux termes qui ne s'opposent pas radicalement, mais qui se complètent. L'autre aspect, c'est avec la culture. Et d'ailleurs, c'est des thématiques d'actualité. Est-ce que réellement, le fait que les cultures soient plurielles, cela pourrait compromettre l'entente ou l'unité des hommes? Ou bien on vous demande la culture et ce qui rend les hommes à la fois semblables et différents. Ou bien on vous dit, est-ce que la culture pourrait être tout simplement un frein pour compromettre l'unité des hommes? D'abord, il faut commencer par montrer que la culture, d'abord, elle est universelle. Rappelez-vous la définition tantôt proposée, c'était quoi? L'ensemble des œuvres matérielles, intellectuelles, morales, artistiques que l'homme ajoute à sa nature pour la transformer. Ça veut dire que la culture, elle est universelle parce qu'il n'y a pas une société à culte. Elle se présente dans toutes les sociétés, mais elle se présente de manière spécifique. Et chaque peuple croit détenir la meilleure culture, ce qui peut aboutir à la violence, à la haine, à l'isolement, à l'aveuglement et à l'indifférence même. D'ailleurs, les exemples ne manquent pas. Que ce soit le problème de terrorisme, le problème des attentats, le problème des guerres, à savoir même les violences. Et même chaque peuple croit. Et d'ailleurs, les exemples ne manquent pas. Rappelez-vous de l'Allemagne avec tout simplement Hitler. Et même dans Mein Kampf, il a eu à le rappeler avec la race germaine. Les Brésiliens qui disent que Dieu est brésilien. Alors que si vous prenez les Juifs, ils pensent que Dieu a choisi, c'est le peuple choisi de la religion. Même les Sénégalais, on considère les autres comme des gnacs. C'est dire que les exemples ne manquent pas. Pour dire d'une manière à une autre que donc la différence des cultures pourrait tout simplement être excuse pour diviser les hommes. Mais dans un autre sens, il semblerait que c'est une théorie erronée parce qu'il n'y a pas une société à culte. Toutes les sociétés ont des sciences, ont des techniques, ont des arts, ont des croyances, ont des spécificités qui sont exactement les mêmes pour chaque peuple. Mieux encore, il n'y a pas une culture plus avancée ou moins reculée. Toutes les cultures se valent, mais on peut aller plus loin encore pour montrer que le rôle de chaque culture, c'est de mettre en perspective des valeurs et de résoudre des problèmes qui sont exactement les mêmes pour chaque peuple. De là, il serait véritablement lieu de faire une critique ouverte sur l'ethnocentrisme parce qu'on peut parler de l'ouverture, de l'entente, de la paix, comme le voulait Senghor, le rendez-vous du donner et du recevoir. Les peuples peuvent se converger, ils peuvent se dialoguer, ils peuvent s'entendre et
la mondialisation en est une preuve illustrative qui prouve qu'un peuple n'a plus le droit de se recroqueviller sur soi. L'exemple de la Chine de Mao l'avait essayé, ça n'a pas marché. On parle de mondialisation et l'ouverture. Et d'ailleurs, avec même cette maladie, face à cette maladie Covid-19, l'humanité a compris que donc un peuple n'a plus le droit de se recroqueviller. L'humanité est une, entière et indivisible. Et ce n'est pas la culture qui divise, mais certains hommes qui sont mal intentionnés, qui voudraient imposer leur culture au détriment des autres, en tout cas qui pensent que la culture pourrait être source de division. Mais la culture, elle ne divise pas. Tous les hommes sont les mêmes, ils peuvent dialoguer, ils peuvent vivre ensemble et je pense que c'est ce que l'humanité en a besoin. Je vais m'arrêter là et on va vous donner l'opportunité, vous aussi, d'intervenir. Je voudrais que M. Gueye m'explique la différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique. Qui critique pour proposer une solution alternative. C'est la marque de l'esprit philosophique. La philosophie a une démarche critique parce qu'on vous a dit que philosopher, c'est réfléchir sur le savoir. Philosopher, c'est amener tout savoir au tribunal de la raison. Philosopher, c'est renverser les certitudes. Donc le philosophe est quelqu'un qui est éminemment critique. Mais il ne s'agit pas d'une simple critique pour critiquer, mais une critique pour proposer une solution alternative. Rappelez-vous les propos de ce philosophe disciple de René Descartes qui dit, Edmond Husserl, quiconque veut véritablement devenir philosophe devra une fois dans sa vie se replier sur soi-même et au-dedans de soi-même tenter de renverser toutes les sciences admises jusqu'ici et tenter de les reconstruire. On aimerait véritablement présenter la délégation que M. Ousmane Diallo a eu véritablement donc à envoyer, à savoir Grand Zouf Gueye, à savoir Lamine Talla. Alors, Djeli aussi, à savoir Diop, aussi ça fait plaisir. On peut aussi parler de Ibrahim Fall, Mam Khass Ndiaye, Daba Mbodj, Khali Diaw, Moussa Niang, Seydou Nouroussi, Lamine Talla, y compris Mbaye Niang. Alors cette belle délégation qui est venue véritablement représenter dignement M. Ousmane Diallo, je l'ai dit, il a eu à faire quelque chose qui mérite d'être salué. Il y a pas mal d'élèves qui ont eu à me demander qui est ce monsieur. Moi, je dis que pas une politique politicienne, mais il a eu à comprendre véritablement qu'il faut s'inscrire dans la logique d'aider les gens, c'est-à-dire de contribuer au développement, mais également de faire des actes qui sont nobles. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui a eu des qualités. Il ne se loue pas, il ne se méprise pas, il ne se cherche pas, il s'accepte comme il est sans grande éloquence, sans exagération. Malgré tout, il fait des actes, en tout cas, qui méritent d'être salués. C'est pourquoi je dis, parce que là, on avait l'habitude de le faire. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui a eu l'opportunité de nous venir en aide. Et c'est lui qui a eu à prendre tout en charge pour dire que je le ferai tout simplement pour aider les élèves. Et il m'a dit, il faut tout faire pour convier des collègues. Je lui ai donné ma parole. Et je pense qu'aujourd'hui, vous êtes servis parce qu'ils ont eu non seulement à vous parler des thématiques, mais également à vous expliquer des sujets. On en est presque à 12, voire 15 sujets. Donc je pense que c'est quelque chose de trop louable. Maintenant, on va donner la parole au chef de la délégation, à savoir le juriste Moussa Niang. Aussi, ça fait plaisir, je vois derrière, monsieur le commissaire. Bonjour. C'est Moussa Niang qui représente la délégation parce que le parrain c'est Ousmane Diallo. Vraiment, nous sommes là pour lui représenter, mais aussi vraiment pour soutenir notre frère, Aaron Mouché John, et pour soutenir toute la classe, surtout le monde éducatif et surtout nos jeunes frères et nos sœurs qui préparent le bac, mais aussi pour les encourager et les accompagner pour la préparation. Parce que le baccalauréat est une activité noble, parce que le premier diplôme universitaire, c'est le baccalauréat. Aujourd'hui, vraiment, je suis entouré par d'éminents, je dirais, des émissaires, des serviteurs de Darou. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la délégation constitue les forces vives de Darou. Donc nous sommes là, pour vous. Et nous sommes là pour Darou. Vraiment, je ne cesserai jamais de vous remercier et de remercier toute cette délégation. Et aussi à Ousmane Diallo, vraiment, c'est un homme qui est au service de la cité. C'est un homme qui est attaché à son terroir. Mais aussi tous ces gens-là ont
un seul objectif pour que Darou marche, quoi, pour que cette jeunesse-là, un jour, va quand même changer ou bien transformer la destinée de Darou, quoi. Donc, damay bàyyi wolof bi le grand Mbaye Niang mu wax fii, quoi. waaw ok merci beaucoup donc Mbaye Niang comme ni mu ko waxee acteur de développement également ñu ñëwoon fii ci turu ki nga xam si moom moo di sunu xarit sunu nattango di Ousmane Diallo nekkoon nag parrain ci événement bu am solo bii nga xamante ni ñoom xale yi dañ koy faral di organiser chaque année en collaboration avec monsieur Arona Dione et ses amis ses collègues enseignants pour galvaniser préparer xale yi ci li nga xam si moom moo di les épreuves de philosophie yi nga xam si moom xam ne dañ koy faral di def ci baccalauréat bi ñu koy rafetlu trop ndax initiative la bu am solo boo xam ni wax dëgg yàlla ñun dañ koy rafetlu fii au niveau de Darou ndax tey gis na ni xale yi jóge nañ fu ne ñëw di assister participer ci li nga xam si moom moo di li nga xam si moom moo di initiative bi donc ñu leen di ñaanal yàlla jàppale leen yàlla dimbale leen ba lépp loo xam ne wax nañ ko fi mu nekk njëriñ ñu mën ko jëriñoo nga xamante ni dana leen mën a permettre ñu am le maximum de points ci li nga xam si moom moo di épreuve de philosophie yaakaar naa ne tey enseignants yi nga xam si ñoo nekk fii ci diwaan bi ñoom ñëpp bu ñu jëlee initiative yu mel nii jagleel ko xale yi yaakaar naa ne dana leen jox beaucoup plus de chance pour que ñu mën a réussir seen examen de tout en gros maa ngi remercier bu baax a baax initiative bi comme ni ko sama rak Moussa waxee léegi di remercier aussi le parrain Ousmane ndax homme de développement la c'est un homme boo xam ne dafay œuvrer également dans le social te yaakaar naa mi ngi ci tànk yu rafet ndax lii dafay accompagner ay rakam donc dañ koy ñaanal moom itam li mu mën ren mu mën ko ay ati at xale yi itam di suivre ay paam ndax yaakaar ne lii rek la ñu soxla ci gox bi donc ci kaw loolu di remercier également ñi nga xam si ñoom ñoo les enseignants yi mu accompagner nii ñoom Fall suñu sœur Daba voilà ak ñeneen ñi yaakaar naa ne ñi ñëw ñëpp ak ñi ñëwul vraiment ñu ngi leen di remercier di ñaan yàlla ñu koy def ay ati at merci beaucoup. Merci tout le monde. En tout cas, c'est une belle initiative de la part de monsieur Ousmane Diallo. Cette réunion-là, cette journée d'études-là, vraiment a beaucoup aidé les élèves. Hein. Je crois que là, ils sont bien servis. Vraiment, ils ont appris beaucoup de choses en l'espace de 3 heures de temps. C'est quelque chose pour eux. On leur souhaite vraiment une bonne chance et une bonne continuation. Merci pour tout. Hein. Merci également aux collègues, sama xarit yi, sama mag yi. Vraiment, merci. Hein. Ibrahima Fall donc bokk ci délégation monsieur Ousmane Diallo di rafetlu trop délégation bi di sant aussi di jël parole léegi avant man donc di gërëm kilifa gi monsieur Niang donc di rafetlu initiative bi parce que lii c'est une bonne initiative donc tax nañ à maintes reprises du réussir donc sous la houlette de Ousmane Diallo yàlla dogal mu réussir am satisfaction Ousmane nag c'est un jeune j'allais dire du point de vue de l'âge dégourdi chevronné et très ambitieux pour la cause de Darou. Donc, nous intervenir sur tous les plans, social, culturel, éducatif, et j'allais dire tout. Donc, nous avons dit que nous avons fait Darou. Donc, quand on a trop sur Arona Dione, je fais ce Mara personnellement, je fais de ce groupe d'infos d'Arani, je fais cette délégation, je vous remercie. Merci. ginnaaw ñu sant yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi ñëw comme ni ko suñu grand Moussa Niang waxee moom mooy vice président association Diosorol suñu tata madame Mbodj ak ñi fi nekk suñu grand yëpp vraiment ñu ngi kontaan bu baax aussi ñu di ñaax élèves yi rek ñu gën a góorgóorlu ci seen bopp parce que li initiative bi buñ ko defee c'est pour ñoom la ñu war a gën a góorgóorlu ci seen bopp xam ni jàng rek muy jëriñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin donc sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit donc te waxoon na sàkku xam-xam na la jaral dem ba ila Chine na la jaral dem ba Chine ngir sàkku ji xam-xam te lii bu bac bi jàllee it yàlla na leen ko yàlla may ci anam bi mu gën a rafetee nag te mu jig leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu jàllee ñu war a continuer seen jàng ba yàlla may leen ci seen buntu wërsëg yaatu yàlla defal ko mboole mi jullit yëpp ñu ngi ciy kontaan bu baax di ñaanal monsieur Ron ak ñi mu àndal ñëpp di ñaanal aussi suñu xarit Ousmane Diallo aussi ak ñi mu àndal ñëpp yal na leen yàlla defal sutura defal leen tawfiq di ñaanal aussi waa Ndar Ràññe Info ñu dem ca kaw ca kanam merci beaucoup incha allah.